Nous avons, mes chers lecteurs, soit dit sans vous mettre en colère, c'est que vous allez peut-être vous fâcher en entendant un apiculteur vous parler avec familiarité, comme si vous étiez son compère de mariage ou de baptême. Nous avons, depuis toujours dans nos villages, la coutume que voici. Dès que s'achèvent les travaux des champs, que le paysan se perche sur son poêle pour s'y reposer tout l'hiver, et que nous autres, apiculteurs, nous rentrons nos abeilles dans un caveau obscur, quand il n'y a plus de grues dans le ciel, ni de poires sur les arbres, alors, sitôt le soir venu, vous pouvez parier qu'il y a déjà là-bas, quelque part, au bout d'une ruelle, une lumière qui s'allume, des rires et des chansons qui retentissent, une balalaïka, parfois même un violon qui chevrotte et des bruits de voix et tout un vacarme. C'est ce qu'on appelle nos veillées. Elles ressemblent à vos bals, voyez-vous, mais c'est tout de même pas la même chose. Quand on va au bal, c'est exprès pour remuer un peu les jambes et bâiller un peu sous main. Chez nous, c'est pas pour danser que l'on voit se réunir dans une maison toute une troupe de jeunes filles, mais pour s'installer devant un fuseau et un peigne à filasse. Et au début, on dirait vraiment qu'elles ne sont pas là pour s'amuser. Les fuseaux bourdonnent, des chansons s'élèvent, et chacune a les yeux fixés sur son ouvrage. Mais voilà qu'arrivent les garçons, accompagnés d'un violonneux, et aussitôt ce sont des cris, des jeux, des danses, et toutes sortes de tours que l'on serait bien en peine de raconter. Mais le plus beau, c'est encore lorsque le cercle se resserre et que l'on commence à se poser des devinettes ou simplement à bavarder à tort et à travers. Seigneur mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on ne va pas raconter comme histoire? Où ne va-t-on déterrer de vieilles légendes? Quelle frayeur parfois dans l'assistance, mais nulle part, je crois bien, on a raconté autant de curiosités qu'aux soirées de l'apiculteur Panco, le Rouge. La raison pour laquelle les paroissiens m'ont surnommé Panco, le Rouge, ma foi, je suis bien incapable de le dire, d'autant plus que les cheveux, maintenant, je les ai plutôt grisonnants que roux. Mais voyez-vous, soit dit sans vous offenser, mais chez nous, la coutume, quand les gens vous donnent un sobriquet, on le garde jusqu'à la fin de ses jours. Donc, la veille des jours de fête, les bonnes gens venaient rendre visite à l'apiculteur dans sa cabane, s'asseyaient autour d'une table, et alors, il n'y avait qu'à ouvrir les oreilles. Je connais toi. Quoi de plus enivrant, quoi de plus fastueux qu'un jour d'été en petite Russie? Quoi de plus oppressant que ces heures ardentes où midi scintille dans le silence et la chaleur, où l'immense océan bleu ciel ployant au-dessus de la terre sa coupole voluptueuse paraît s'être assoupi, pâmé de délices en embrassant sa belle et en la serrant dans ses étreintes aériennes. Pas un nuage au ciel, pas un bruit dans les champs. Tout paraît mort. Seul là-haut, dans l'abîme céleste, frémit une alouette, et sa chanson d'argent dévale le long des degrés aériens vers la terre enamourée. Et encore de loin en loin, le cri d'une mouette ou l'appel retentissant d'une caille se répercute à travers la steppe. Nonchalants et distraits comme des promeneurs errant à l'aventure, d'immenses chaînes s'élèvent jusqu'aux nues, et les coups aveuglants des rayons du soleil incendient leur frondaison par grandes masses pittoresques et étendent sur le reste du feuillage une ombre noire comme la nuit, que seul de loin en loin, un violent coup de vent parvient à éclabousser d'or. L'émeraude, la topaze, le rubis des insectes éthérés pleuvent au-dessus des vergers bariolés qu'ombragent d'élégants tournesols. Les meules de foin aux reflets gris et les gerbes de blé doré se disposent en campement dans la plaine
et paraissent des nomades errant à travers son immensité. Ployant sous le poids de leurs fruits, les branches largement étalées des cerisiers, des pruniers, des pommiers, des poiriers, le ciel est le miroir limpide que lui présente la rivière, enclose dans son cadre verdoyant, soulevée dans un mouvement altier, qu'il est plein de mollesse et de volupté, l'été de Petite Russie. Tel était le faste que déployait une journée du mois d'août torride de l'année 1800, oui, il y a bien 30 ans de cela, un jour que la route à une dizaine de verstes de la petite ville de Sorinski était couverte de gens venus de tous les hameaux proches et lointains et se hâtant vers la foire. Depuis l'aube, les voitures des marchands de sel et de poissons s'étiraient en files interminables. Des montagnes de cruches enveloppées de paille s'avançaient lentement et paraissaient trouver le temps long à force de rester enfermées dans l'obscurité. Ça et là seulement, quelques écuelles ou terrines vivement coloriées émergeaient d'un air faraud au-dessus du treillage empilé sur un chariot et attiraient les regards attendris des amateurs de luxe. Bien des passants jetaient des regards envieux aux propriétaires de ces joyaux, un potier de haute taille qui suivait à pas lents sa marchandise et emmitouflait avec sollicitude ses gandins et coquettes de terre cuite de cette paille odieuse. Toute seule, un peu à l'écart, une charrette encombrée de sacs, de filasses, de toiles et de toutes sortes d'objets domestiques avançait péniblement, traînée par des bœufs harassés et suivie de son propriétaire, un homme vêtu d'une chemise de toile immaculée et d'un large pantalon de toile tout couvert de taches. D'une main paresseuse, il essuyait la sueur qui perlait à grosses gouttes sur son visage basané et dégoulinait même de sa longue moustache, poudrée par les soins de cet impitoyable barbier qui s'emploie auprès de tout le monde depuis la belle jusqu'au laidron et qui, depuis plusieurs milliers d'années, déjà poudre bon gré mal gré tout le genre humain. À ses côtés marchait une jument attachée à la charrette et dont l'air résigné trahissait l'âge avancé. Souvent, ceux qu'il croisait, les jeunes gens surtout, une fois parvenus à la hauteur de notre paysan, soulevaient leur bonnet. Ce n'était pourtant ni sa moustache grise, ni sa démarche pleine de gravité qui lui valait ses saluts. Il suffisait de lever un peu les yeux pour comprendre la raison de tant de déférence. Assise sur la charrette, on apercevait sa fille, une belle enfant au petit visage rond, aux sourcils de jais régulièrement arqués, au-dessus de ses yeux noisettes, aux petites lèvres roses arrondies en un sourire insouciant, aux cheveux ornés de rubans rouges et bleus, qui mêlés à ses longues tresses et agrémentés d'un bouquet de fleurs champêtres, formaient une riche couronne reposant sur sa charmante frimousse. Tout semblait l'intéresser. Tout lui paraissait étrange et nouveau. Et ses jolis petits yeux couraient sans cesse d'un objet à l'autre. Mais comment ne pas se laisser distraire la première fois qu'on va à la foire? Une jeune fille de 18 ans qui va à la foire pour la première fois de sa vie. Mais aucun des passants ne savait ce qui lui en avait coûté d'obtenir que son père la prît avec lui. Il l'aurait fait plus tôt s'il n'avait tenu qu'à lui, mais il y avait la méchante marâtre, aussi habile à le manœuvrer qu'il l'était lui, à tenir les guides de la vieille jument qui, en récompense de ses longs services, allait maintenant se faire vendre à la foire. Cette épouse infatigable. Mais nous allions oublier qu'elle aussi était là, perchée au sommet du chargement. Elle était vêtue d'une élégante jaquette verte sur laquelle, comme sur de l'hermine, était cousue de petites queues, mais de couleur rouge. Elle portait une jupe somptueuse, bigarrée comme un échiquier, et une coiffe d'indienne colorée, qui donnait une dignité particulière à son visage rouge et joufflu, que traversait parfois une expression si désagréable, si féroce,
que chacun se hâtait de reporter son regard un instant troublé sur le joyeux petit minois de la jeune fille. Nos voyageurs commençaient déjà à apercevoir le psiol. De loin, la fraîcheur de l'eau les frappait au visage, plus sensibles encore après la chaleur accablante et délétère de la route. À travers les feuilles, tantôt vert pâle, tantôt vert sombre, des balsamiers, des bouleaux et des peupliers dispersés au petit bonheur sur le pré, on vit scintiller des étincelles de feu habillées de froid. Et la rivière, soudain, dénuda avec éclat sa gorge d'argent que la verte toison des arbres couvrait d'un ruissellement fastueux. Fantasque, comme une belle en ces heures enivrantes où le miroir fidèle se referme si jalousement sur son front plein d'orgueil et aveuglant de clarté, sur ses épaules au teint de lys et sur son cou de marbre ombragé d'une vague sombre tombée de sa chevelure châtain, où elle rejette avec dédain ses parures pour en revêtir de nouvelles et où ses caprices se déploient sans fin. Ainsi, presque tous les ans, la rivière changeait de cadre, se choisissant un nouvel itinéraire et s'entourant de paysages nouveaux et pleins de variétés. Des rangées de moulins, de leur aube pesante, soulevaient d'amples vagues et les faisaient violemment retomber et se briser en embruns, arrosant de leur poussière et baignant de leur tumulte tous les alentours. La charrette, dont nous connaissions déjà les passagers, s'engagea alors sur un pont. Et la rivière, pareille à un vaste miroir taillé d'une seule pièce, s'étendit sous leurs yeux dans toute sa beauté et sa magnificence. Le ciel, les feuilles vertes et bleues, la foule, les charrettes chargées de poteries, les moulins, tout se renversa et se mit à marcher la tête en bas, sans se noyer dans le bel abîme d'azur. Notre jolie fille contemplait d'un air rêveur la splendeur du spectacle. Elle en avait même oublié de grignoter les graines de tournesol qu'il avait sérieusement absorbées pendant toute la durée de la route, lorsque soudain une exclamation vint frapper son oreille. « Ah, la jolie fille !» disait quelqu'un. Elle se retourna et vit un groupe de jeunes gens qui se tenaient sur le pont. L'un d'eux était vêtu avec plus de recherche que les autres. Il portait une casaque blanche et un bonnet d'agneau gris, et les mains aux hanches regardaient effrontément les passants. La jeune fille ne put s'empêcher de remarquer son visage basané, mais plein d'agréments et ses yeux de feu qui paraissaient vouloir la transpercer de part en part. Et elle baissa les yeux, en pensant que c'était peut-être lui qu'elle venait d'entendre. « Jolie brin de fille », continuait le jeune garçon en casaque blanche, sans la quitter des yeux. « Je donnerais bien tout ce que je possède pour l'embrasser. » Et là, devant elle, c'est le diable en personne. Des rires fusèrent de toutes parts. Mais tandis que le paysan continuait à marcher à pas lents derrière la charrette, sa compagne, endimanchée, ne goûta que fort peu ce genre de politesse. Ses joues, de rouges qu'elles étaient, devinrent flamboyantes, et un feu roulant de termes triés sur le volet se mit à pleuvoir sur la tête du joyeux luron. « Puisses-tu t'étrangler, bon à rien, puisse ton père recevoir un pot sur la tête, puisse-t-il se casser le nez en marchant sur de la glace, l'antéchrist, puisse le diable lui griller la barbe dans l'autre monde. » « Vous l'entendez jurer, fit le jeune homme en écarquillant les yeux, comme ébahi devant cette salve irrésistible d'apostrophes inattendues, et dire que ça ne lui écorche même pas la langue de prononcer des mots pareils à cette vieille sorcière de 100 ans. « 100 ans !» s'écria notre élégante sur le retour. « Mal appris. Commence par aller te laver, le gueux, le bon à rien. Ta mère, je ne l'ai jamais vue, mais je sais que c'est une ordure. Et ton père aussi est une ordure. Et ta tante aussi est une ordure. 100 ans, parce que ça a encore le lait sur les lèvres. » Sur ces entrefaites, la charrette commença à descendre du pont, et la fin de la phrase se perdit dans le brouhaha. Mais le jeune garçon, apparemment, ne voulait pas en rester là. Sans faire ni une ni deux, il saisit une poignée de boue et la lança sur la dame. Le coup porta au-delà de toute espérance. La coiffe d'indienne neuve fut toute maculée de boue, et les rires des joyeux polissons retentirent de plus belle. La plantureuse beauté écumait de rage. Mais la charrette était déjà loin, et sa rancune retomba sur son innocente belle-fille et sur son nonchalant époux qui, habitué depuis longtemps à des aventures de ce genre, gardait un silence obstiné
et accueillait avec sang-froid les discours incendiaires de son épouse furieuse. Celle-ci, cependant, continua à jacasser et à faire aller sa langue infatigable jusqu'au moment où ils s'arrêtèrent dans le faubourg, chez leur vieil ami et compère, le cosaque Tsiboulia. Les compères ne s'étaient pas vus depuis longtemps et les retrouvailles chassèrent un instant de l'esprit de nos voyageurs cet incident désagréable, tandis qu'ils parlaient de la foire et prenaient un peu de repos après une si longue route. Sans doute vous est-il déjà arrivé d'entendre le fracas d'une cascade qui s'abat dans le lointain. Lorsque les alentours en alarme se remplissent d'un sourd grondement et qu'un chaos de son étrange et confus passe en tourbillonnant devant vous. Ce sont bien les mêmes sentiments, n'est-ce pas, qui s'emparent instantanément de vous dans le tourbillon d'une foire villageoise. Lorsque la foule ne forme plus qu'un seul être immense et monstrueux, dont le corps tout entier palpite sur la place et dans les ruelles étroites, et crie, et caquette, et gronde. Le tintamarre, les jurons, les mugissements, les bêlements, les beuglements, tous se font en une rumeur discordante. Les bœufs, les sacs de farine, le foin, les bohémiens, la poterie, les bonnes femmes, les pains d'épices, les bonnets, composent un ensemble bigarré, haut en couleur, chaotique qui s'agite par masse compacte et qui va et vient sous vos yeux. Les voix sont noyées dans leur propre tumulte et il n'est pas un seul mot qui émerge et qui échappe à ce torrent. Pas un seul cri nettement proféré. Seuls les claquements de mains des marchands retentissent aux quatre coins de la foire. Une charrette se brise. On entend résonner des bruits de ferraille. Des planches tombent par terre avec un fracas de tonnerre. Pris de vertige, on ne sait où donner de la tête. Depuis quelque temps déjà, notre paysan fraîchement débarqué jouait des coudes dans la foule, suivi de sa fille aux sourcils de jet. Il s'approchait d'un chariot, tâtait l'autre, marchandait pour connaître leur prix. Et pendant ce temps, ses pensées ne cessaient de tourner autour des 10 sacs de blé et de la vieille jument qu'il était venu vendre. Quant à sa fille, on devinait à l'expression de son visage qu'elle n'avait guère de plaisir à se frotter au chariot chargé de farine et de blé. Elle se serait volontiers dirigée vers l'endroit où, sous des auvents de toile, s'étalaient de coquettes guirlandes de rubans rouges, de boucles d'oreilles d'étain, de croix de bronze et de ducats. Pourtant, même là où elle se trouvait, elle avait bien des choses à observer. Elle se trouvait... Certaines la faisaient rire aux larmes. Un bohémien et un paysan se frappant dans les mains avec tant d'énergie qu'il en criait de douleur. Un juif ivre rossant sa femme. Des marchands en querelle se bombardant d'injures et d'écrevisses. Un moscal caressant d'une main sa barbe de bouc tandis que de l'autre. Mais elle sentit tout à coup qu'on la tirait par la manche brodée de sa chemisette. Elle tourna la tête. C'était le garçon à la casaque blanche et aux yeux vifs. Un frémissement parcourut ses veines et son cœur se mit à battre comme jamais jusque-là. Ni la joie ni la peine ne l'avaient fait battre. Une sensation étrange et douce à la fois l'envahit, sans qu'elle pût s'expliquer à elle-même ce qui lui arrivait. « Ne crains rien, mon petit cœur. Ne crains rien. » lui disait-il à mi-voix en la prenant par la main. « Je ne te dirai rien de mal. C'est peut-être vrai que tu ne me diras rien de mal, songea la jeune fille. Seulement, je me sens toute drôle. Ça doit être un tour de malin. Je devrais pourtant savoir
que ça ne se fait pas. Et je n'ai pas la force de lui reprendre ma main. Le paysan se retourna et voulut lui parler. Mais on entendit alors prononcer dans les parages le mot « blé ». Ce mot magique l'attira sur le champ vers deux négociants qui s'entretenaient à voix forte et dont les paroles absorbèrent si bien son attention que rien ne put désormais la distraire. Voyons donc ce que pouvaient bien dire ces deux négociants qui parlaient de blé. Alors, selon toi, pays, notre blé se vendra mal, disait un homme qui, avec son pantalon de coutil maculé de graisse et de goudron, avait l'apparence d'un citadin de passage, venu de quelque bourgade. Son interlocuteur portait une veste bleue déjà rapiécée par endroits, et son front s'ornait d'une énorme bosse. Je te dis que c'est réglé d'avance. Je veux bien me mettre une corde au cou et aller me balancer à cet arbre comme un saucisson dans la baraque pour le jour de Noël, si nous arrivons à en vendre un seul boisseau. Mais de qui te moques-tu, pays? Tu vois bien qu'à part le nôtre, il n'y a pas de blé sur le marché, rétorqua l'homme au pantalon de coutil. Bon, racontez ce que vous voudrez, se disait le père de notre jolie fille, lequel ne perdait pas un mot de la conversation. Mais moi, j'en ai 10 sacs en réserve. Oui, mais voilà, quand il s'y mêle de la diablerie, adieu le bénéfice. Autant avoir affaire à un crève-la-faim de Moscal, répliqua l'homme à la bosse d'un air entendu. Quelle diablerie? Demanda l'homme au pantalon de coutil. Tu n'as pas entendu ce qui se raconte? Dit l'homme à la bosse, et ses yeux maussades lancèrent un regard de travers à son compagnon. Eh bien voilà, justement. L'assesseur, puisse-t-il n'avoir jamais l'occasion de s'essuyer la bouche après une bonne lampée d'eau-de-vie de prune, a désigné comme champ de foire un endroit maudit. On pourrait crever qu'on n'y écoulerait pas un seul grain. Tu vois cette vieille grange délabrée là-bas, au bas de la pente? À ces mots, le père de notre jolie fille, dévoré de curiosité, se rapprocha encore et écouta de toutes ses oreilles. Eh ben, cette grange, il n'arrête pas de se manigancer des diableries. Et il n'y a jamais eu de foire sur ce champ qui n'ait mal tourné. Hier, le secrétaire cantonal est passé par là, la nuit tombante, et tout d'un coup, que voit-il? Un groin de cochon qui apparaît à la lucarne et pousse un tel grognement qu'il en a eu froid dans le dos. Sûrement que la casaque rouge va encore se montrer. Qu'est-ce que c'est que cette casaque rouge? À ces mots, notre auditeur attentif sentit ses cheveux se dresser sur sa tête. Il se retourna tout effrayé et vit sa fille et le jeune garçon tranquillement enlacés, se fredonnant l'un à l'autre quelque histoire d'amour, indifférent à toutes les casaques du monde. Hé, pays, ma parole, tu t'y connais à embrasser des filles? Moi, ce n'est que 3 jours après la noce que j'ai appris à le faire avec ma défunte Kveska, et encore grâce à mon compère. Comme il était mon garçon d'honneur, il m'a montré comment m'y prendre. Le jeune homme ne fut pas long à remarquer que le père de sa belle n'avait pas inventé la poudre, et il se mit à réfléchir aux moyens de gagner sa cause. Tu ne me connais pas, tu ne me connais probablement pas, brave homme, mais moi, je t'ai tout de suite reconnu. Ça se pourrait. Si tu veux, je vais te dire ton nom, ton sobriquet et d'autres choses encore. Tu t'appelles Solopi Tcherevic. C'est juste. Solopi Tcherevic. Mais regarde-moi encore. Tu ne me reconnais pas? Non. Je ne te remets pas. Des trognes, soit dit sans te vexer, j'en ai vu tellement dans ma vie et de toutes les sortes, que ce serait bien le diable si je me les rappelais toutes. C'est bien dommage, alors, que tu ne te souviennes pas du fils de Golopupenko. Allons, tu serais le fils d'Okrim? Et qui d'autre? À moins d'être le diable en personne, il faut bien que je sois lui. Là-dessus, voilà nos amis qui ôtent leur bonnet et de se donner l'accolade. Cependant, notre Golopupenko fils ne perdait pas son temps. Il décida sur le champ de faire le siège de son nouvel ami. Eh bien voilà, Solopi,
Ta fille et moi, comme tu le vois, nous nous aimons tellement que nous pourrions bien vivre ensemble sans jamais nous séparer. Et qu'en dis-tu, Paraska, fit l'autre en se tournant vers sa fille et en lui souriant. Peut-être bien qu'en effet, on pourrait, comme on dit, tous les deux ensemble et, comment dire, vous mettre dans le même pré. Alors, top là, allons mon futur gendre, c'est ta tournée. Et tous les trois se retrouvèrent dans le fameux restaurant de la foire, sous l'auvent d'une juive dont l'échoppe était garnie d'une innombrable flottille de flacons plats, de bouteilles et de fioles de tout genre et de tout âge. « Sacré luron, voilà qui me plaît, disait Tchérévik, légèrement éméché, en voyant son futur gendre se verser une bonne pinte d'eau de vie, la vider sans sourciller, puis jeter sa chope et la briser en 1000 morceaux. Qu'en dis-tu, Paraska? Tu as vu le mari que je t'ai trouvé? Regarde. Regarde comme il lampe gaillardement la mousseuse. » Puis, riant et titubant, il s'en fut avec elle vers sa charrette, tandis que notre jeune homme se dirigeait vers les rangées des shops où l'on vendait des objets manufacturés et où l'on trouvait même des marchands venus de Gadiach et de Mirgorod, deux villes renommées du gouvernement de Poltava. Il voulait y choisir une belle pipe de bois à coquette monture de cuivre, un fichu à fleurs sur fond rouge et un bonnet, cadeau de noces destiné à son beau-père, à qui il convenait d'en faire. Eh bien, ma femme, si je te disais que j'ai trouvé un mari pour la petite, c'est bien le moment d'aller chercher des maris. Imbécile, imbécile! Ça devait être écrit que tu le resterais jusqu'à la fin de tes jours. Mais où as-tu vu, où as-tu entendu dire qu'un honnête chrétien aille courir les maris pour sa fille à un moment pareil? Tu ferais mieux de penser à vendre ton blé. Il doit être beau aussi, le mari que tu as trouvé. Le plus déguenillé des gueux, c'est ça? Et comment donc? Tu verrais un peu ce gaillard. Sa casaque à elle seule vaut plus cher que ta jaquette verte et tes bottes réunies. Et si tu le voyais siffler l'eau de vue, que le diable m'emporte, et toi avec, si de ma vue, j'ai jamais vu un gaillard en vider une pinte d'un seul trait, et sans sourciller. C'est bien cela. Dès qu'il s'agit d'un ivrogne et d'un vagabond, c'est ton homme. Je veux bien parier que c'est justement le vaurien qui nous a entrepris sur le pont. Dommage qu'il ne soit pas encore tombé sous la main, celui-là. Je leur ai donné de mes nouvelles. Et alors, Krivia, quand bien même ce serait lui, pourquoi est-ce un vaurien? Pourquoi un vaurien? Ah, tête d'oiseau, pourquoi un vaurien? Vous entendez ça? Et tes yeux d'imbécile, où les avais-tu quand nous sommes passés devant les moulins? On pourrait déshonorer sa femme, là, sous son nez, tout barbouillé de son sale tabac. Ça ne lui ferait ni chaud ni froid. Mais je ne vois toujours rien à lui reprocher. C'est un fameux gaillard. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il t'a un peu barbouillé le museau de fumier, oui. Mais c'est que tu ne me laisserais pas placer un mot à ce que je vois, hein. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est du nouveau. Tiens, je suis sûre que tu as déjà trouvé le temps de boire un coup sans avoir rien vendu. Mais notre cher Tchérévnik sentait déjà lui-même qu'il en avait trop dit et levait les bras pour se protéger le crâne, tant il était certain que sa compagne courroucée ne tarderait pas à lui planter les griffes conjugales dans la chevelure. Ah, tous les diables, la noce est à l'eau, se disait-il en se dérobant devant son épouse qui le serrait de près. Il va falloir dire non à un bon garçon, et sans aucune raison.
Seigneur, mon Dieu, qu'est-ce que nous t'avons fait, pauvres pécheurs, pour mériter ce fléau? Comme s'il n'y avait pas assez de saleté de toute espèce ici-bas, sans qu'il t'ait encore fallu faire proliférer les femmes. Petit sycomore, tu es vert encore, pourquoi te pencher? Mon petit cosaque, tu es jeune encore, pourquoi t'affliger? Chanson ukrainienne. Assis auprès de sa charrette, le jeune homme à la casaque blanche contemplait d'un œil distrait la foule qui bourdonnait autour de lui. Le soleil avait fatigué, se retirait de ce monde, après avoir passé sa matinée et son après-midi à flamber paisiblement. Et le jour, avant de s'éteindre, se colorait d'une vive et séduisante rougeur. Les toits blancs des tentes et des échoppes brillaient d'un éclat aveuglant. Les gobelets et les flacons verts alignés sur les tables des cabaretières paraissaient maintenant de feu. Les montagnes de melons, de pastèques, de courges semblaient couler en or et en cuivre rouge. D'instant en instant, le bruit des voix se faisait moins dense, plus sourd, et la langue fatiguée des revendeuses, des paysans et des bohémiens s'agitait avec plus de paresse, plus de lenteur. Ça et là, peu nombreuses encore, des lumières s'allumaient et le fumier odorant des boulettes de pâte en train de cuire se répandait à travers les rues, peu à peu envahies par le silence. « Qu'est-ce qui va pas ?» Gretschko s'écria un grand tzigane au teint basané en tapant sur l'épaule du jeune homme. « Allez, 20 roubles pour tes bœufs. » Les bœufs, taxés en tête. Aux autres tziganes, vous ne pensez qu'à gagner de l'argent, entortiller et rouler les honnêtes gens. Bigre, tu ne t'en voudrais pas par hasard hein, de t'être mis sur les bras une fiancée? Non, non parce que c'est pas mon genre. Je tiens parole, moi. Quand j'ai décidé quelque chose, c'est une fois pour toutes. C'est pas comme ce vieux barbon de Tchérévik. Il faut croire qu'il a pas pour un saut de conscience. Il commence par dire oui, puis maintenant c'est non. Bon, lui, il y est pour rien. C'est une souche. Un point, c'est tout. Non, tout ça sont les tours de la vieille sorcière que nous avons si bien enguirlandé aujourd'hui sur le pont avec les camarades. Ah, si j'étais le tsar, ou au moins un grand seigneur, je serais le premier à les pendre tous, ces nigauds qui laissent les bonnes femmes les mener par le bout du nez. Est-ce que tu me laisserais tes bœufs pour 20 roubles si nous obligions Tchérévik à nous donner Paraska? Gretschko le regarda perplexe. Le visage hâlé du tzigane avait quelque chose de haineux, de mordant, de vil et de hautain en même temps. Il suffisait de l'avoir vu une fois pour être prêt à reconnaître que dans cette âme étrange bouillonnait de grande qualité, mais de celles qui n'ont ici-bas pour salaire que la potence. Sa bouche, qui disparaissait presque entre le nez et le menton pointu, et que l'ombre d'un sourire mauvais ne quittait jamais, ses yeux petits mais vifs comme le feu, tout son visage était traversé d'éclairs, où se lisait la succession rapide des projets, des arrière-pensées. Tout cela paraissait exiger ce costume si particulier, tout aussi étrange que sa physionomie, un cafetan brun, foncé, qui semblait devoir tomber en poussière au premier attouchement. Ses longs cheveux noirs qui retombaient sur ses épaules, en mèches embroussaillées, ses mules qui couvraient ses pieds nus, tannés par le soleil. Tout cela paraissait ne faire qu'un avec sa personne et appartenir à sa nature. C'est pas à 20 roubles, c'est à 15 que je te les laisserai. Si seulement tu tenais parole, répondit le jeune homme sans cesser de le fixer de regard inquisiteur. 15 roubles, entendu. Tâche de ne pas l'oublier. 15 roubles. Tiens, voilà toujours 5 roubles en attendant. Bon, et si tu te dédies? Si je me dédie, les arts sont à toi.
Ah d'accord alors. Top là. Top là. Par ici, Athanas Ivanovitch, là, regardez, la haie s'abaisse un peu. Levez la jambe et surtout ne craignez rien. Mon imbécile de mari est allé passer la nuit sous la charrette avec son compère, de peur qu'un Moscal n'aille profiter de l'occasion pour lui chipper quelque chose. Tels étaient les encouragements que la redoutable compagne de notre Tchérévik prodiguait d'une voix affable au fils du Pope, qui tournait craintivement autour de la clôture. Il grimpa précipitamment sur la haie, y demeura longtemps, l'air perplexe, sa longue silhouette évoquant un horrible fantôme, tandis qu'il cherchait du regard l'endroit où il pourrait le plus commodément se poser. Enfin, il se laissa choir bruyamment parmi les mauvaises herbes. « Quelle malchance! Vous ne vous êtes pas fait mal, vous ne vous êtes pas rompu le cou, au moins, à Dieu ne plaise !» gazouillait Kivria, pleine de sollicitude. « Chut, ce n'est rien, très chère Kavriona Nikiforovna !» chuchotait le fils du Pope d'une voix tout endormie, en se redressant sur ses jambes. Si l'on accepte toutefois des brûlures provoquées par l'ortie, cette herbe vipérine, comme disait Feu l'archiprêtre. Rentrons maintenant, il n'y a personne à la maison. Et moi qui pensais déjà que vous aviez attrapé les écrouelles ou la colique, j'attendais, et vous n'arriviez pas. Eh bien, comment vous portez-vous? J'ai entendu dire que monsieur votre père avait récolté toutes sortes de choses ces temps derniers. Des bagatelles, Kavronia Nikiforovna, de tout le carême, mon père n'a reçu en tout et pour tout qu'une quinzaine de sacs de blé de printemps, la valeur de 4 sacs de millet, quelques 100 galettes au beurre, des poulets, une 50aine à peine en les comptant bien. Quant aux œufs, la plupart étaient pourris. Mais les seules offrandes réellement délectables, si je puis dire, c'est de vous, Kavronia Nikiforovna, que je les attends, poursuivit le fils du Pope en se rapprochant d'elle et en lui coulant des regards attendris. Tenez, voilà ce que j'ai à vous offrir, Athanas Ivanovitch, dit-elle en posant des écuelles sur la table. Et tout en minaudant, elle agrafait sa jaquette qu'elle avait laissée s'entr'ouvrir, comme par mégarde. Voilà des pâtés au fromage, des boulettes de froment, des beignets, des boulettes au pavot. Je veux bien perdre mon pari si tout cela n'est pas sorti d'entre les mains les plus expertes qui soient dans toute la race d'Ève, dit le fils du Pope, en attaquant d'une main les boulettes au pavot, tandis que de l'autre, il tirait à lui les pâtés au fromage. Toutefois, Kavronia Nikiforovna, mon cœur aspire à recevoir de vous des nourritures plus douces que tous les beignets et toutes les boulettes du monde. Là, vraiment, Athanas Ivanovitch, je ne vois vraiment pas quelle nourriture pourrait encore vous faire envie, répondit notre plantureuse beauté en faisant celle qui ne comprend pas. Mais votre amour, bien entendu, incomparable Kavronia Nikiforovna, lui chuchota le fils du Pope, tenant d'une main le pâté au fromage et de l'autre enlaçant sa taille volumineuse. Dieu sait ce que vous allez chercher, dit Kivria en baissant pudiquement les yeux. Qui sait, vous allez peut-être encore vouloir m'embrasser? De ce côté-là, poursuivit le fils du Pope, je vous dirai que moi, tenez, du temps où j'étais encore au séminaire, je le vois comme si c'était hier. À ce moment-là, on entendit aboyer des chiens et frapper à la porte cochère. Kivria sortit précipitamment et revint aussitôt, toute pâle. Eh bien, Athanas Ivanovitch, nous voilà dans de beaux draps. Il y a des tas de gens qui veulent entrer et j'ai cru entendre la voix du compère. Le fils du Pope sentit le pâté au fromage s'arrêter dans sa gorge. Il écarquilla les yeux comme si quelque habitant de l'autre monde venait à l'instant même de lui faire une visite. « Grimpez là-haut !» criait Kivria, épouvanté, en lui désignant des planches posées sur 2 traverses à quelques pouces du plafond sur lesquelles toutes sortes de hardes étaient entassées. Le danger redonna du courage à notre héros. Reprenant un peu ses esprits, il bondit sur la soupente et de là se hissa avec précaution sur les planches. Quant à Kivria, elle courut comme une folle vers la porte cochère, car on y frappait avec une violence redoublée et une impatience accrue. À la foire, il s'était passé quelque chose d'étrange. Un bruit courait sur toutes les lèvres.
Quelque part, au milieu des marchandises, la casaque rouge était apparue. Une vieille qui vendait des craquelins croyait avoir aperçu le diable, qui, ayant revêtu l'apparence d'un porc, mettait le nez dans toutes les charrettes, comme pour y chercher quelque chose. La nouvelle ne tarda pas à se répandre aux quatre coins du campement déjà silencieux. Et chacun s'en fut voulu à mort de ne pas y ajouter foi. Bien que la marchande de craquelins, dont l'étal ambulant voisinait avec l'échoppe de la cabaretière, eût passé la journée à faire à tout propos de profondes révérences et à dessiner de ses jambes une image exacte de son appétissante marchandise. À ces bruits vinrent s'ajouter les récits amplifiés du prodige que le secrétaire cantonal avait vu apparaître dans la grange en ruine. Si bien qu'à la nuit tombante, tous les habitants du champ de foire se serraient les uns contre les autres. La quiétude avait disparu et la peur empêchait chacun de fermer l'œil. Quant à ceux qui, n'étant pas des plus braves, s'étaient assurés un gîte pour la nuit chez l'habitant, ils avaient regagné leur logis. Tcherevic, son compère et sa fille étaient de ceux-là. C'étaient eux qui, accompagnés de tous ceux qui s'étaient fait inviter pour la nuit, étaient à l'origine du vacarme qui avait épouvanté notre Kivria. Le compère était déjà un peu parti. C'était clair pour celui qui l'avait vu traverser la cour à 2 reprises avec sa charrette avant de trouver l'entrée de la maison. Les invités aussi étaient d'humeur joyeuse lorsqu'ils entrèrent, précédant sans façon le maître de maison. L'épouse de notre Tcherevic était comme sur des charbons ardents lorsqu'elle les vit fureter dans tous les coins de la pièce. « Alors, commère !» s'écria le compère en entrant. « Tu as toujours la fièvre ?»« Oui, je ne me sens pas bien », répondit Kivria en jetant des regards inquiets vers les planches empilées sous le plafond. « Allons, ma femme, va donc nous chercher la gourde qui est restée dans la charrette !» disait cependant le compère à son épouse, entrée en même temps que lui. « Nous allons boire une goutte avec l'honorable compagnie. Ces maudites bonnes femmes nous ont fait si peur que c'en est une honte. Ma parole, les amis, avouez que c'était bien la peine de revenir, poursuivit-il en vidant à petites gorgées son gobelet de terre cuite. Je suis prêt à parier un bonnet tout neuf que ces bonnes femmes ont décidé de se moquer de nous. Et quand bien même ce serait le diable et après, on lui crache dessus. Quand bien même il lui prendrait l'envie d'apparaître à l'instant même, ici par exemple, juste devant moi. Je lui ferai la figue, en plein sous le nez, que je sois un fils de chien si c'est pas vrai. Pourquoi donc es-tu soudain devenu tout pâle ? S'écria l'un des hôtes, qui dépassait tous les autres d'une tête et essayait toujours de se faire passer pour un brave. Moi ? Où avez-vous pris ça ? Vous rêvez ? Les hôtes ricanèrent. Un sourire satisfait se peignit sur le visage du brave qui avait la langue si bien pendue. « Comment voulez-vous qu'il pâlisse à l'heure qu'il est ?» renchérit un autre hôte. « Ses joues sont épanouies comme des pavots. Ce n'est plus Tsiboulia. Maintenant, c'est une betterave rouge. Ou mieux encore, c'est la casaque rouge en personne, celle qui a fait si peur à tout le monde. » La gourde avait fait le tour de la table, ajoutant encore à la gaieté des convives. Là-dessus, notre Tcherevic, que la casaque rouge tourmentait depuis longtemps, car elle ne laissait pas un instant de répit à son esprit dévoré de curiosité, entreprit son compère. « Dis-moi, compère, fais-moi ce plaisir. J'ai beau supplier, je n'arrive pas à me faire raconter l'histoire de cette maudite casaque. » « Hé, compère, ce n'est pas une chose à raconter à la tombée de la nuit. Ça serait bien pour vous être agréable à toi et à l'honorable compagnie. » Ce disant, il se tourna vers les hôtes, qui, à ce que je vois,
est aussi curieuse que toi de connaître cette étrange histoire. Eh bien, soit. Écoutez donc. À ces mots, il se gratta les épaules, s'essuya la bouche du pan de sa casaque, posa les deux bras sur la table et commença à raconter. Un jour, quelle faute avait-il commise, ma foi, je n'en sais trop rien. Toujours est-il qu'on a chassé un diable de l'enfer. « Comment cela, compère ?» dit Tchérévik, en lui coupant la parole. « Comment se peut-il que l'on ait chassé un diable de l'enfer ?»« Que veux-tu que je te dise, compère ? On l'a chassé, voilà tout. Comme un paysan qui chasse un chien de sa maison. Peut-être bien qu'il lui avait pris fantaisie d'accomplir une bonne action, alors on l'a mis à la porte. Et voilà notre pauvre diable qui s'ennuie loin de l'enfer, mais qui s'ennuie à mourir, à se mettre la corde au cou. Que faire ? Et le diable de boire pour noyer son chagrin. Il s'est installé dans cette grange délabrée, justement, que tu as vue au bas de la côte, et devant laquelle, depuis lors, pas un honnête chrétien n'ira s'aventurer avant d'avoir fait un signe de croix pour se protéger. Et il est devenu, ce diable, un noceur, comme on n'en voit guère parmi nos jeunes gens. Du matin au soir, il ne bouge pas de l'auberge. À ces mots, le pointilleux Tchérévik interrompit de nouveau notre narrateur. « Allons, compère, que vas-tu chercher là ? Tu imagines qu'on laisserait le diable entrer à l'auberge ? Il a quand même, Dieu merci, des griffes aux pattes et des cornes sur la tête. C'est là toute l'astuce, justement. Il portait un bonnet et des moufles. Va donc le reconnaître après cela. » Donc, à force de faire la noce, il a fini par boire tout son bien. L'aubergiste a commencé par faire crédit, et puis il a perdu patience. Que faire ? Le diable a dû engager sa casaque rouge pour le tiers de son prix, ou à peine davantage, aux Juifs qui tenaient alors une buvette à la foire de Sorotchinsi. Il l'apporte donc aux Juifs en disant « Je te préviens, Juif, que je viendrai la chercher dans 1 an, jour pour jour. Prends-en bien soin. » Et il a disparu, comme par enchantement. Le Juif a bien examiné la casaque. Un drap, comme on n'en trouverait même pas à Mirgorod, et d'un rouge vif, comme la flamme. On passerait son temps à le regarder. Alors notre Juif a trouvé un peu long d'attendre jusqu'à l'expiration du délai. Il s'est gratté les cadenettes et il a fini par vendre la casaque à un gentilhomme de passage auquel il a soutiré pas loin de 5 pièces d'or. Quant à l'échéance, il n'y pensait même plus. Mais voilà qu'un jour, à la nuit tombante, quelqu'un se présente. « Eh bien, Juif, rends-moi ma casaque !» Le Juif, pour commencer, ne l'a même pas reconnu. Ensuite, lorsqu'il l'a regardé de plus près, il a fait comme si c'était la première fois qu'il le voyait. « Quelle casaque ? Je n'ai jamais eu de casaque. Ta casaque, je ne la connais pas. » Alors, bon, l'autre s'en va. Seulement le soir même, au moment où le Juif, ayant fermé son réduit et compté ses sous coffre après coffre, s'était couvert d'un drap et avait commencé à faire ses prières à la manière juive, voilà qu'il entend un léger bruissement et hop, à chacune de ses fenêtres, il voit se dessiner un groin de porc. À ce moment-là, on entendit pour de bon une sorte de bruit confus qui ressemblait assez au grognement d'un porc. Tout le monde pâlit. Des gouttes de sueur apparurent sur le visage du narrateur. « Comment » dit Tchérévik d'une voix blanche. « Je n'ai rien dit » répondit le compère tremblant de tous ses membres. « Hein » fit l'un des autres. « Tu dis ? Non » ? Qui est-ce donc qui a poussé ce grognement ? Dieu sait ce que nous avons eu à nous affoler, il n'y a personne. Et tout en lançant autour d'eux des regards inquiets, les convives se mirent à fouiller les recoins de la pièce. Kivria était plus morte que vive. « Ah, vous n'êtes que des femmelettes, dit-elle d'une voix retentissante. Dire qu'on appelle ça des cosaques et des pères de famille, c'est une quenouille qu'il vous faudrait et qu'on vous installe auprès d'un peigne à filasse. »
Il suffit que quelqu'un, Dieu me pardonne, quelqu'un, est-ce que je sais, ait fait grincer son banc et vous voilà tous à bondir comme des possédés. À ces mots, nos braves rougirent de leur frayeur et reprirent un peu de courage. Le compère avala une gorgée d'eau-de-vie et se remit à son histoire. Le juif était mort de peur, mais les cochons, juchés sur des pattes longues comme des échasses, sont entrés les uns après les autres par les fenêtres et l'ont ranimé en moins de 2 à coups de fouet tressé, en le faisant danser et exécuter des bonds plus hauts que cette traverse que vous voyez là. Le juif a fini par se jeter à leurs pieds et tout leur avouer. Seulement, il n'était plus question de ravoir la casaque de sitôt. Le gentilhomme en avait été dépouillé au cours de route par un bohémien qu'il avait vendu à une fripière. La fripière l'avait rapporté à la foire de Sorotchinski, mais depuis ce jour-là, on ne lui achetait plus rien. La fripière s'est d'abord demandé ce que ça pouvait bien signifier, et puis elle a fini par comprendre. C'était certainement la faute de la casaque rouge. Elle se disait aussi, en la mettant, qu'elle avait eu comme une sensation d'étouffement. C'était donc cela. Elle ne fait ni une, ni deux, et sans même se donner la peine de réfléchir, elle jette la veste au feu, mais voilà que ces hardes du diable refusent de brûler. Mais c'est un cadeau de Satan. La fripière s'est arrangée pour la fourrer en cachette dans la charrette d'un paysan qui venait vendre son huile. Voilà le pauvre nigaud tout réjoui. Le malheur, c'est que son huile, on ne vient même plus lui en demander le prix. Ah, mais c'est une main impure qui m'a glissé cette casaque. Et le voilà qui prend sa hache et vous la taille en morceaux. Mais hop, les morceaux commencent de même à se rapprocher. Et voilà de nouveau la casaque comme intacte. Notre homme se signe, recommence à jouer de la hache, disperse les morceaux à travers tout le champ de foire et s'en va. Seulement, depuis ce temps-là, chaque année, et juste à l'époque de la foire, le diable à figure de cochon parcourt la place en grognant et cherche à rassembler les morceaux de sa casaque. Maintenant, à ce qu'on dit, et il ne lui manquerait plus que la manche gauche. Depuis ce temps-là, les gens font le signe de croix en passant devant cet endroit, et ça fait bientôt 10 ans qu'il ne s'y est plus tenu de foire. Et puis, il a fallu que l'assesseur ait la bonne idée de dès la seconde moitié du mot mourut sur les lèvres du narrateur. La fenêtre venait de se fracasser bruyamment. Les vitres volèrent en éclats et une horrible tête de cochon apparut à la croisée, en roulant de gros yeux comme pour demander « Que faites-vous donc là, bonnes gens ?» La terreur figea sur place tous ceux qui se trouvaient dans la pièce. Le compère, bouche bée, paraissait changé en pierre. Ses yeux étaient exorbités, comme s'ils allaient faire feu. Ses doigts écartés restaient suspendus en l'air. Le grand fier à bras, en proie à une terreur insurmontable, bondit jusqu'au plafond et alla de la tête contre la traverse. Les planches se déplacèrent et le fils du Pope dégringola par terre dans un vacarme d'enfer. « Aïe, aïe, aïe » criaient désespérément l'un des autres qui, dans son épouvante, était tombé à la renverse sur son banc et restait dans cette position en agitant les bras et les jambes. « Au secours » braillait un autre en se cachant la tête sous sa peau de mouton. Le compère, tiré de sa stupeur par un nouvel accès de frayeur, se glissa en tremblant convulsivement sous les jupons de son épouse. Le grand fier à bras se faufila dans le poêle malgré l'étroitesse de l'orifice et s'y enferma lui-même en tirant la targette. Quant à Tcherevic, comme échaudé, il saisit un pot en guise de bonnet, s'en coiffa, s'élança vers la porte et, sentant à peine le sol sous ses pieds, se mit à courir à travers les rues comme un dératé. Seule la fatigue peut enfin le faire ralentir. Son cœur battait comme le mortier d'un moulin et la sueur inondait son visage. Exténué, il était sur le point de s'écrouler lorsque, soudain, il crut entendre qu'on le suivait. Il en eut le souffle coupé. « Le diable ! Le diable !» cria-t-il, éperdu de terreur en redoublant d'efforts. Et l'instant d'après, il s'effondrait sans connaissance. « Le diable ! Le diable !» criait-on derrière lui. Et il sentit seulement que quelque chose
se ruait violemment sur lui. C'est alors qu'il perdit connaissance et que, tel l'horrible habitant de l'étroit tombeau, il resta sans mouvement et sans voix, oui, au milieu du chemin. « Tu entends, Vlas ?» disait l'un de ceux qui dormaient à la belle étoile en se redressant sur son coude au beau milieu de la nuit. « Quelqu'un a parlé du diable à côté de nous. Que veux-tu que ça me fasse ?» grommela en s'étirant un tzigane étendu auprès de lui, qu'il invoque aussi tout le reste de sa parenté, si ça lui chante. Mais il criait comme si on avait voulu l'étouffer. On en dit parfois des choses en dormant. Bon, à ton aise. Mais il faut au moins s'assurer qu'il n'est rien arrivé. Allons, fais-moi donc de la lumière. L'autre tzigane se leva tout en grommelant dans sa barbe, fit jaillir à 2 reprises de son briquet des traînées d'étincelles qui l'illuminèrent comme des éclairs, rapprocha l'amadou de ses lèvres pour le faire prendre et, armé du quinquet formé d'un tinceau rempli de graisse de mouton, qui sert habituellement de lampe en Ukraine, il partit en éclairant la route à son compagnon. « Attends, il y a quelque chose de couché par ici. Donne-moi de la lumière. » Quelques hommes, cependant, s'étaient déjà joints à eux. « Mais qu'est-ce qu'il y a par terre, Vlas ?» « Voyons, on dirait qu'il y a 2 hommes, l'un par-dessus et l'autre par-dessous. Quant à savoir lequel des 2 est le diable, ah ça c'est une autre histoire. Et celui qui est par-dessus, c'est une bonne femme. Eh tiens, et tu me demandes encore qui des 2 est le diable ?» Un éclat de rire général réveilla presque toute la rue. Une bonne femme grimpée sur un homme. Il faut croire que c'en est une qui sait mener sa monture, disait quelqu'un dans la foule. Regardez, mes amis, disait un autre homme, en ramassant un tesson du pot dont il restait plus que la moitié sur la tête de Tcherevic. Voyez le bonnet que ce brave s'est mis sur la tête? Le vacarme et les rires qui allaient croissant finirent par animer nos 2 trépassés. Solopi et son épouse, qui encore tout pleins de leur terreur passée, restèrent longtemps à fixer d'un œil hagard les visages hâlés des tziganes, éclairés par la flamme incertaine et vacillante de leur quinquet. Ceux-ci semblaient une troupe de gnomes étranges, baignés de lourdes vapeurs souterraines, parmi les ténèbres impénétrables de la nuit. Sorotchinsi s'éveillait, caressé par la fraîcheur du petit jour. De toutes les cheminées, des tourbillons de fumée montaient à la rencontre du soleil qui venait d'apparaître. Le brouhaha de la foire reprenait. On entendait bêler les moutons, hennir les chevaux. Les cris des oies et des marchandes s'élevèrent de nouveau à travers tout le campement, et les rumeurs terrifiantes qui avaient couru sur la casaque rouge et semé l'épouvante dans la foule aux heures mystérieuses du crépuscule s'épanouirent avec le lever du soleil. Bâillant et s'étirant, Tcherevic, qui avait dormi chez son compère, somnolait encore dans la grange couverte de chaume, parmi les bœufs et les sacs de farine et de froment, lorsque soudain, il entendit une voix qui lui était aussi familière que le refuge que trouvait sa paresse sur le poêle béni de sa maison ou dans la taverne tenue par une parente éloignée et qui se trouvait à moins de 10 pas de son propre seuil. « Debout, debout !» carillonnait à son oreille la voix de sa tendre épouse qui de toutes ses forces le tirait par le bras. Pour toute réponse, Tcherevic gonfla ses joues et se mit à agiter les bras comme s'il voulait jouer du tambour. « Espèce de fou !» s'écria-t-elle en s'écartant pour éviter la main de son mari qui avait failli l'atteindre au visage. Tcherevic se leva, se frotta un peu les yeux et regarda autour de lui. « Le diable m'emporte, ma colombe, si je n'ai pas pris ta figure pour un tambour sur lequel des bêtes de cochon me faisaient battre la diane. Tu sais, cette tête de cochon qui, comme disait le compère, assez d'éviter de sornettes. Allez, dépêche-toi de mener vendre ta jument. Ma parole,
Il y a de quoi se rendre ridicule, venir à la foire et ne rien vendre, pas même une poignée de chanvre. Mais comment, ma femme, dit Solopi, c'est que tout le monde va se moquer de nous alors qu'il est. Allez, va, on se moque déjà assez de toi comme ça. Tu vois bien que je suis pas encore lavé, continuait Tchérévik, qui bâillait, se grattait le dos tout en s'efforçant de gagner du temps pour sa paresse. C'est bien le moment de vouloir être propre. Je ne te connaissais pas cette manie. Tiens, voilà une serviette pour t'essuyer le museau. Là-dessus, elle saisit un linge roulé en boule et le rejeta loin d'elle avec effroi. C'était le parement d'une casaque rouge. « Allez, va faire ta besogne !» répéta-t-elle lorsqu'elle eut rassemblé ses esprits et voyant que son époux claquait des dents, les jambes coupées par la terreur. « La marchandise se vendra bien à présent, marmonnait-il dans sa barbe en détachant sa jument pour la mener sur la place du marché. Il me semblait bien aussi qu'au moment de partir pour cette maudite foire, j'avais comme un poids sur le cœur, comme si on m'avait chargé les épaules d'une vache crevée. Et les bœufs qui, à 2 reprises, ont fait mine de rebrousser chemin. Et maintenant que j'y pense, est-ce que ça ne serait pas un lundi que nous sommes partis? Tiens, pardi, voilà d'où vient tout le mal. Et ce sacré diable aussi, en voilà un qui a de la suite dans les idées, comme s'il ne pouvait pas se contenter d'une seule manche pour sa casaque. Eh ben non. Il faut qu'il y aille empoisonner les honnêtes gens. Moi, par exemple, si j'étais le diable, ce qu'à Dieu ne plaise, est-ce que j'irais traîner dehors en pleine nuit pour chercher de maudits chiffons? À ce moment-là, les profondes méditations de notre Tchérévik furent interrompues par une voix grasse et rude. Un grand diable de tzigane se dressait devant lui. « Qu'est-ce que tu vends, brave homme ?» Notre vendeur commença par examiner le client des pieds à la tête sans prononcer un mot. Puis, sans s'arrêter et sans lâcher la bride de sa jument, il répondit d'une voix paisible « Tu le vois bien, ce que je vends. »« Des courroies ?» demanda le tzigane en regardant la bride que l'autre tenait dans sa main. « Oui, des courroies, si seulement une jument ressemble à des courroies. » Mais dis-moi, pays que le diable m'emporte, tu as dû la nourrir de paille. De paille? Là-dessus, Tchérévik voulut tirer la bride pour faire avancer la jument et convaincre de mensonge l'impudent calomniateur. Mais sa main lui obéit avec une facilité extraordinaire et vint donner contre son menton. Il baissa les yeux et vit que la bride avait été coupée et qu'on y avait attaché. Oh, horreur! As-tu vu, ses cheveux se dressèrent sur sa tête. Un lambeau de casaque rouge. Crachant, se signant et agitant les bras, il se mit à fuir devant ce présent inattendu et plus rapide qu'un jeune garçon disparut dans la foule. « Au voleur! Attrapez-le !» criaient quelques garçons tout au bout de l'étroite ruelle. Et Tchérévik, soudain, s'est senti empoigné par des bras vigoureux. « Qu'on l'attache! C'est lui qui a volé sa jument à un homme de bien! »« Mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi donc m'attachez-vous » Et il ose encore le demander. « Et toi, pourquoi as-tu volé la jument de Tchérévik, un paysan de passage ?» Vous devenez fous, les gars. Où a-t-on jamais vu un homme voler ce qui est à lui? Ah, on connaît la chanson. Que avais-tu donc accouru? Que avais donc à courir comme un dératé, comme si t'avais un Satan lui-même à tes trousses? Je voudrais bien vous y voir, comme un vêtement diabolique. Allons, mon ami, à d'autres. Sans compter que la sœur t'apprendra à s'aimer la panique avec tes histoires de diable. « Au voleur, attrapez-le » entendit-on crier à l'autre bout de la rue. « Le voilà, voilà le fuyard » Et notre Tchérévik aperçut son compère.
en fort piteuse posture. Il avançait, les bras repliés derrière le dos, sous la conduite de plusieurs jeunes gens. « Voilà que les prodiges courent les rues, » disait l'un d'eux. « Vous auriez dû entendre ce que raconte ce filou, qu'il suffit de regarder en face si l'on veut voir à quoi ressemble un voleur. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il avait à courir comme un dératé, il nous a expliqué qu'il mettait la main dans sa poche pour prendre une pincée de tabac, quand à la place de sa tabatière, il en a tiré un morceau de la casaque de diable dont une flamme rouge a jailli. Et lui, de prendre ses jambes à son cou. Hé, hé, hé. Voilà deux oiseaux de la même volée. Qu'on les attache ensemble. C'est peut-être vrai, compère, que tu as raflé quelque chose, demanda Tchérévik, allongé sous une échoppe au toit de chaume, auprès de Tsiboulia, auquel on l'avait attaché. Et toi aussi, compère, que je sois perclus des bras et des jambes, si j'ai jamais volé quelque chose, moi. Bon, bien, exception faite, bien sûr, des beignets à la crème que j'ai pu prendre à ma mère. Et encore, j'avais même pas 10 ans à l'époque. Alors, compère, qu'est-ce qui nous vaut une pareille calamité? Pour toi, passe encore. Toi, au moins, on t'accuse d'avoir volé le bien d'autrui. Mais moi, malheureux que je suis, qu'ai-je fait pour mériter une si vilaine calomnie? Je me serais volé ma propre jument, non mais... Ah, ça devait être écrit, compère, que nous n'aurions jamais de chance. Ouais, malheur à nous, pauvres orphelins. Et nos deux compères d'éclater en sanglots. Et qu'est-ce qui t'arrive, Solopi? Dit alors Gritsko en entrant. Mais qui t'a donc ficelé ainsi? Ah! Golopoupenko, s'écria Solopi, tout réjoui. Regarde, compère, c'est l'homme dont je t'ai parlé. Ah, ça, c'est un champion, hein. Que Dieu me foudroie sur place s'il n'a pas sifflé sous mes yeux un cruchon presque aussi gros que ta tête et sans sourciller. Pourquoi donc, compère, as-tu maltraité un pareil gaillard? Tu vois, continua Tchérévik en s'adressant à Gritsko, il faut croire que le bon Dieu m'a puni de t'avoir fait du tort. Pardonne-moi, brave homme, ben. Ma parole, j'aurais tout fait pour toi, mais que veux-tu? Ma vieille a eu le diable au corps. Je ne suis pas rancunier, Solopi. Si tu veux, je vais te délivrer. À ces mots, il adressa un clin d'œil aux jeunes gens qui les gardaient, et ce furent les gardiens eux-mêmes qui s'empressèrent de détacher les prisonniers. Mais toi, de ton côté, tu sais ce qu'il te reste à faire, dit Gritsko. Nous célébrons la noce, et puis nous allons si bien festoyer que les jambes nous feront mal toute l'année à force d'avoir dansé le hopak. Bravo! Voilà qui est parlé, dit Solopi en battant des mains. Ma parole, je me sens aussi gai à présent que si les Moscales avaient emmené ma vieille. Non, mais c'est tout vu. Que ça lui plaise ou non, on fait la noce aujourd'hui même et on n'en parle plus. Alors attention, Solopi, dans 1 heure, je te rejoins. Et maintenant, rentre chez toi. Tu y trouveras des acheteurs pour ta jument et ton blé. Comment? On aurait retrouvé ma jument? Oui, on l'a retrouvée. La joie paralysait Solopi Tchérévik, tandis qu'il regardait partir Gritsko. Eh bien, Gritsko, nous n'avons pas mal travaillé, dit le grand Zigan au jeune garçon qui s'éloignait à la hâte. Oh, les bœufs sont à moi, pas vrai? Oui, ils sont à toi. Resté seul dans la maison, Paraska s'était accoudé et songeait.
son joli menton appuyé sur sa main. Tout un essaim de rêverie tourbillonnait alentour de sa tête aux cheveux châtains. Parfois, un léger sourire venait effleurer ses lèvres vermeilles et quelques joyeuses pensées soulevaient ses sourcils de jais, puis soudain, un nuage de préoccupation passait, les abaissant de nouveau sur ses yeux bruns, au regard limpide. Et si ce qu'il disait ne devait pas se réaliser, murmurait-elle avec une expression de doute. Et si on refusait de me marier, si... Mais non, cela ne sera pas. Ma marâtre n'en fait qu'à sa tête. Est-ce que je ne pourrais pas en faire à ma tête moi aussi? Je saurais moi aussi me montrer têtu, mais qu'il est beau. Quelle flamme merveilleuse dans ses yeux noirs, comme il dit bien, Parachiou, ma colombe. Que sa casaque blanche lui va bien. Il lui faudrait seulement une ceinture de couleur plus vive encore, mais ce sera à moi de la lui tisser. Lorsque nous nous installerons dans notre nouvelle maison, j'ai de la joie à chaque fois que j'y pense. Continuait-elle en tirant de son corsage un petit miroir encadré de papier rouge qu'elle avait acheté à la foire et en s'y mirant avec une secrète satisfaction. S'il m'arrive alors de la rencontrer quelque part, je ne la saluerai pour rien au monde, dût-elle en crever, non marâtre, c'est fini de battre ta belle-fille, plutôt le sable lèvera sur de la pierre, plutôt le chêne se penchera sur l'eau comme un saule que je m'incline devant toi. Mais j'oubliais, il faut que j'essaie une coiffe de femme mariée, tant pis si c'est celle de ma marâtre, pour voir comment elle m'ira. À ces mots, elle se leva, et la tête penchée vers le petit miroir qu'elle tenait à la main, s'avança d'un pas prudent à travers la pièce, comme si elle craignait de tomber, car, à la place du plancher, elle voyait au-dessous d'elle le plafond et le tas de planches d'où s'était écroulé naguère le fils du Pope, ainsi que les étagères garnies de pots. « Ma parole !» s'écria-t-elle en riant, « je suis vraiment comme un petit enfant qui a peur d'avancer. » Et elle commença à battre la mesure de ses talons, s'enhardissant toujours davantage. À la fin, sa main gauche s'abaissa et se posa sur sa hanche et elle se mit à danser, en faisant sonner ses fers tout en se regardant dans son miroir et en fredonnant son air préféré. Ma pervenche qui verdit rampe sous mes pas, 12 amis aux noirs sourcils, viens tout près de moi. Ma pervenche qui verdit rampe encore plus bas, 12 amis aux noirs sourcils, viens plus près de moi. Sur ces entrefaites, Tchérévik apparut sur le seuil de la maison et s'arrêta en voyant sa fille danser devant son miroir. Il la regarda longtemps, riant de ce caprice singulier de la jeune fille qui, absorbée dans sa rêverie, paraissait ne s'apercevoir de rien. Mais, lorsqu'il entendit les sons familiers de la chanson, ses muscles tressaillirent. Il se redressa, les poings aux hanches, s'avança fièrement au milieu de la pièce et attaqua un pas de danse cosaque, oubliant ce qu'il était venu chercher. Un grand éclat de rire du compère les fit sursauter tous les deux. Elle est bien bonne, le père et la fille qui se mettent à célébrer la noce ici, à eux tout seuls. Allez, dépêchez-vous, le promis est arrivé. À ces mots, Paraska devint plus rouge que le ruban vermeil qui entourait ses cheveux, tandis que son étourneau de père se souvenait de ce qu'il était venu faire. Allons, ma fille, dépêchons-nous. Kivria était si heureuse d'apprendre que j'avais vendu la jument, qu'elle a couru, et il lança à la ronde un regard craintif, qu'elle a couru s'acheter toutes sortes de crêpes et de pièces de toile. Alors, il faut que nous en ayons terminé avant son retour. À peine Paraska eut-elle franchi le seuil qu'elle se sentit enlevée dans les bras du jeune homme à la casaque blanche qui l'attendait dehors au milieu d'une foule de spectateurs. Que Dieu vous bénisse, dit Tchérévik en joignant leurs mains, qu'ils s'entendent comme on tresse des guirlandes. À ce moment, on entendit des clameurs dans la foule. Je crèverais plutôt que de permettre ça, criait la compagne de Tchérévik, mais la foule la repoussait avec des éclats de rire. Tout doux, ma femme, disait Tchérévik avec sang-froid, en voyant que 2 robustes tziganes la retenaient par les bras. Ce qui est fait est fait. Je n'aime pas revenir sur mes décisions. Non, je ne veux pas de ça, criait Kivria. Mais personne ne l'écoutait. Quelques couples entourèrent les 2 jeunes mariés et formèrent autour d'eux une impénétrable muraille dansante. Le spectateur aurait été saisi d'un sentiment étrange, inexprimable, en voyant comment un seul coup d'archet du musicien aux longues moustaches frisées, vêtu d'une casaque de coutil, avait suffi, bon gré, mal gré, à mettre tout ce monde à l'unisson et à faire régner l'entente.
Des gens dont les visages maussades n'avaient jamais, semble-t-il, été effleurés par le moindre sourire, battaient la mesure du talon et secouaient les épaules en cadence. Tout volait, tout dansait. Mais plus étrange, plus indéfinissable encore le sentiment qui se serait éveillé au tréfonds de l'âme du spectateur à la vue des vieilles, dont les visages décrépits respiraient l'indifférence de la tombe et qui s'empressaient dans la foule, mêlés à des hommes neufs, riants et vivants. Que d'insouciance! Sans l'ombre d'une joie, même enfantine, sans une étincelle de sympathie, elle que l'ivresse seule animait, comme un mécanicien son automate sans vie, leur faisant accomplir des gestes d'apparence humaine, elle dodelinait doucement leurs têtes enivrées et dansait avec la foule en liesse, sans même tourner les yeux vers les jeunes mariés. Le tumulte, les rires, les chansons allaient décroissant. L'archet se mourait, affaibli, et laissait des sons confus se perdre dans le vide. On entendait encore, çà et là, un sourd piétinement, un murmure semblable au grondement lointain de la mer, et bientôt ce fut le désert et le silence. N'est-ce pas ainsi que la joie, cette belle, cette inconstante visiteuse s'éloigne de nous à tire-d'aile, et c'est en vain qu'un son solitaire veut en exprimer la gaieté. Dans son propre écho, il n'entend plus déjà que tristesse et désolation, et il écoute sans le reconnaître. N'est-ce pas de la sorte que les joyeux compagnons d'une jeunesse tumultueuse et libre s'en vont un à un et disparaissent l'un après l'autre à travers le monde et finissent par laisser seuls leurs frères de jadis? Que la solitude lui pèse à l'abandonner. Il en a le cœur lourd, rempli de chagrin, et il n'est rien au monde qui puisse lui venir en aide.